Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter à chaque épisode. Continuez de nous laisser vos feedbacks, vos commentaires, de laisser les petits pouces vers le haut, les étoiles en fonction de la plateforme de podcast que vous écoutez, que vous utilisez pour nous écouter. Dans cet épisode, on va parler FinOps avec Veolia et Michel Poulalion. Michel, merci d'être là. Veolia, c'est quoi ? Alors, Veolia, c'est une société qui a trois lignes de services principales, qui intervient dans la valorisation et le recyclage des déchets, qui intervient dans l'énergie et également dans la gestion du cycle de l'eau. Alors j'ai oublié de dire, mais on est quand même 170 000 personnes, on est un petit peu connu quand même, coté au CAC 40. À l'origine, Veolia au France était la Générale des Eaux, qui est bien connue, et en tout cas pour le nom historique. Ouais. Voilà, tout à fait, qui a été fondée en 1853 avec un premier contrat pour la gestion et la distribution de l'eau potable à Lyon. Donc une dame honorable. Une vieille dame à prendre avec soin et qui avait également un système d'information un petit peu âgé. Donc il a fallu moderniser. Donc il y a quelques années, Veolia a fait le choix de migrer l'ensemble de ses data centers vers le cloud. Oui. Migration qui est en cours de se terminer presque. Alors effectivement, ce projet de Move to Cloud, comme on dit dans notre domaine, a démarré en 2015. Avec une première application qui a été migrée en décembre 2015. Et pour vous donner une idée du périmètre, on a à peu près une centaine d'applications majeures pour le système d'information de Veolia en France. Et on termine là au mois de décembre, ou en tout cas même fin octobre, on va terminer le décommissionnement de nos 3 dernières grosses applications qui sont en train de basculer dans le cloud AWS. Et on n'aura plus d'applications majeures dans un data center on-premise. À partir de l'année prochaine. À partir de l'année prochaine, ça y est, on est à peu près full cloud. Up to date, full cloud. Et ton rôle dans ce projet-là, ou ton rôle chez Veolia, c'est quoi ? Donc mon rôle, alors moi je suis informaticien de formation et de métier. J'ai démarré le projet du Move to Cloud AWS dès le début, en 2015, où j'ai remis un petit peu les mains sur le clavier. Et on a pris en compte la problématique FinOps dès le début de notre voyage vers le cloud. Ce qu'on avait déjà eu en allant dans les salons, il y avait des premiers retours de grandes entreprises qui disaient « Oh là là, le cloud, en fait, ça ne tient pas ses promesses, ça revient très cher. » Et on a fait marche arrière, on a essayé de faire un petit POC, de basculer une application. Et finalement, on s'est aperçu que ça revenait très cher. Et ça demandait un petit peu... Enfin, les gens avaient mis en suspens leur migration cloud. Et nous, on y croyait quand même, on y croyait vraiment. Et on s'est dit qu'on allait adresser cette dimension financière dès le début de notre projet de migration. Et donc, ça a démarré de façon très, très classique avec des newsletters tous les mois pour dresser un petit peu l'étendue de notre empreinte AWS ainsi que les inefficiences qui pouvaient être identifiées, puisqu'on change complètement de modèle de facturation et de modèle d'opération. Oui, c'est vrai que pour les grandes entreprises, souvent ce passage d'une consommation à la demande, où on est facturé sur les ressources qu'on a utilisées, versus quelque chose qu'on achète et puis qu'on amortit sur plusieurs années, c'est un shift de paradigme très, très radical. Alors, tout à fait, c'est un shift de paradigme qu'on a diffusé au sein de l'entreprise. C'était très important d'embarquer tout le monde chez Veolia en France. Donc, d'une part, évidemment, les techniciens au premier chef, puisque c'était eux qui consomment et qui procèdent à cette migration. Et d'autre part également, et ce qu'on a fait et qui a été bien accepté, bien reçu, et ce qui nous a permis d'acculturer toute l'organisation au cloud de façon générale et peut-être plus particulièrement également à AWS et à son modèle de facturation qui changeait du mode CAPEX vers le mode OPEX. On a tous les managers de Veolia en France, donc des gens plutôt métiers, ont reçu une petite formation, une micro-formation d'une demi-heure pour leur expliquer qu'est-ce que c'est que le cloud, quel est le modèle de facturation. Et à partir de là, tout le monde savait de quoi on parlait et c'était ça apporter énormément de fluidité tout au long de notre projet et toujours aujourd'hui, les gens savent chez Veolia ce qu'est le cloud. Est-ce que, on parlera de comment un peu après, mais est-ce que le fait d'avoir
commencé à penser finance dès le début, à encadrer à mettre en place une gouvernance autour de la finance et embarquer tout le management depuis tout au-dessus jusqu'à l'opérationnel. Est-ce que ce sont des critères de succès d'un département FinOps ou d'une approche FinOps ? Oui, parce que alors le FinOps, il ne faut pas qu'il soit vu comme le père fouettard. Il faut qu'il soit partie d'un projet d'entreprise et il est nécessaire qu'il y ait un sponsoring fort de la part de du comité de direction finalement, parce qu'il faut être appuyé. Quand on va voir les gens pour leur dire là tu utilises une instance, tu sous-utilises une instance qui coûte extrêmement cher, il faut que la voix puisse être entendue et que la personne veuille bien mettre à jour le gabarit ou la famille d'instances qu'il utilise. Y compris par des gens non métiers. Il faut aller voir la direction financière et avoir un buy-in sur la manière d'acquérir des ressources cloud et d'économiser dans le cloud. Alors la direction financière évidemment a eu sa formation sur le cloud parce que finalement ça change un petit peu. Parce qu'en général, on passe une commande et on reçoit une prestation de service, une prestation d'hébergement dans ce cas-là. Et après, on la réceptionne. Alors que là, comme c'est du paiement à la demande, on ne peut pas passer de commande. Donc finalement, la direction financière a dû comprendre comment fonctionnait le cloud et son modèle de facturation pour accepter qu'on reçoive une facture finalement une fois qu'on fasse le bon de commande après avoir reçu la facture. C'est un peu paradoxal. Et effectivement, de fait, tu me fais penser, Sébastien, que c'est vrai que de prime abord, on se dit toujours le FinOps, il est très proche de la technique, mais il est également très proche de la direction financière. Et on fonctionne un petit peu comme un partenariat. Les mains dans la main. Oui. Alors, FinOps, c'est souvent on a parlé de gouvernance. J'ai déjà cité le grand mot gouvernance, mais c'est des process à mettre en place, c'est de l'éducation pour les gens. Enfin, c'est en tout cas une relation humaine. Tu as dit ne pas être le méchant. J'avais une image avant, je montrais souvent dans mes présentations ma calculatrice et une vieille règle en bois d'un instituteur corésien. Et c'est ce que j'ai dit dernièrement au sein de mon entreprise. Ça fait 2 ans que j'ai rangé ma règle, il n'y en a plus besoin. Donc ça veut bien dire que la culture FinOps a infusé au sein de l'organisation et qu'il n'y a plus besoin d'actes. Alors justement, comment tu as réussi à infuser ou comment tu as pu motiver les équipes pour diffuser cette culture FinOps dans une grande organisation comme Veolia O ? Alors ce qu'on a fait, je ne l'ai pas fait tout seul. Moi, je suis un petit peu le chef d'orchestre qui met en place des actions. On a commencé déjà par définir des cost allocation tags qui reflètent notre organisation. Donc ça, c'est une première étape qui est très importante à déployer. Donc c'est l'idée de dire que chaque ressource, on l'attache à un département, un groupe, donc un chapter, comme vous dites. Tout à fait. Chez nous, on est organisé en domaine, chapter, l'organisation Lean, et qui peut être vu comme département ou service pour l'ancienne organisation. Et pour le FinOps, on a 3 tags qui sont mandatory, qui sont obligatoires. C'est le tag domaine, le tag chapter et le tag application. Donc avec ces 3 tags, on est en capacité de savoir combien dépense chaque département, chaque service, combien coûte une application. Mais on a également des axes d'analyse qui sont plus techniques, tels que le type d'environnement. Donc on va savoir combien nous coûte un environnement de développement ou un environnement de recette, tout ça en fonction de ces tags, pour telle ou telle application ou pour l'ensemble d'un département. Voilà, donc avec tous ces tags, il est très important de bien y réfléchir quand on démarre, de façon à se dire comment est-ce que je veux suivre ma consommation financière et suivant quel axe. Et donc on voit bien qu'il y a finalement 2 axes principaux. Il y a l'axe technique qui va permettre d'échanger avec les techniciens et un axe plus organisationnel, plus budgétaire. Voilà, donc il faut déployer ces deux axes d'analyse, ces 2 grandes familles d'axes d'analyse. Et donc je retiens d'essayer d'associer des sources de dépenses, donc des ressources cloud, à des départements, des chapters, peu importe comment on les appelle, et donc avoir un alignement finalement entre la structure du système d'information et l'organisation, la matrice organisationnelle. Tout à fait. Ça, c'est le process. People,
on a parlé brièvement people pour la direction financière, mais pour les gens techniques, il y a plein de best practices à connaître également. Il y a des choses à faire. Comment est-ce qu'on évite qu'un développeur surprovisionne? C'est plus chouette d'avoir 10 CPU, même si j'en ai besoin que 2. J'aurai une machine plus rapide. Alors, il y a des trucs comme quand je donnais des cours, on disait mais éteignez derrière vous. Vous éteignez les environnements le soir, les environnements de dev évidemment. Comment est-ce que tout ça peut passer sur une grande équipe de développement? Alors tout ça, ça passe par... j'ai mis, on y reviendra sûrement par la suite, Sébastien, j'ai mis en place tout un tas d'outils fait maison. Il y a une petite culture artisanale chez nous qui fonctionne quand même bien. Et je me suis aperçu que quand bien même on met en place des outils, soit qui poussent des informations ou qui permettent aux gens d'aller les chercher, ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut vraiment voir la fonction FinOps comme un process, l'animer, réunir les gens, communiquer, partager. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et on a toujours pareil en miroir de l'organisation. Au-delà des tags, on a mis également des tech leads qui font plein de choses, qui sont des experts cloud, mais qui sont mes points de contact dans chaque service de l'entreprise. Tes relais sur le terrain. Voilà, mes relais sur le terrain. Donc j'ai à peu près 15 interlocuteurs tagués FinOps. En tout cas, alors, ils ont plein d'autres responsabilités. Tu tagues tout, là, même les personnes sont taguées. Bien évidemment. Et on fait en tout cas à minima une réunion par semaine, une réunion par mois, pardon. Une réunion par mois où je réunis l'ensemble des tech leads FinOps d'un département. Donc, ce qui permet de partager les informations sans être trop nombreux, afin que chacun ait sa parole. Ce sont des moments d'échange où, parce que finalement les gens ont beau être dans le même département mais dans des chapters différents, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas forcément le temps de communiquer entre eux. Donc c'est vraiment un temps où on se met à part, un temps FinOps, où on va échanger. Alors je fais mon rapport, c'est au travers du fil rouge qui est mon rapport mensuel pour le département, avec les inefficiences que j'ai pu identifier, les décalages par rapport aux objectifs budgétaires qui sont fixés en début d'année pour chaque chapter de l'organisation. Également les news, tout ce qui a pu sortir dans l'AWS blog, tout ce qui peut être intéressant d'un point de vue FinOps, je le remets en exergue au cours de ces réunions. Et on en profite d'ailleurs aussi pour traiter l'aspect optimisation GCP et la diminution de notre empreinte Oracle. Enfin voilà, donc c'est vraiment un moment d'échange global sur l'optimisation de notre empreinte cloud et principalement à AWS. Est-ce que les tech leads ou les développeurs, les système admins ont un incentive, pardonnez-moi mon franglais, ont un avantage, ça peut être dans leurs objectifs de fin d'année, liés au FinOps également? Ou est-ce que ça reste une responsabilité d'équipe? Non, alors au niveau des internes, il y a des incentives sur des objectifs FinOps. De réduction de coûts alors. De réduction de coûts. Et également, ce qui est intéressant, au-delà de cet aspect individuel, c'est que si un chapter consomme en dessous de son objectif de run, donc il va dégager une certaine somme, qu'il pourra réinvestir pour faire du build, ce qui bien souvent intéresse beaucoup plus les techniciens. Voilà, l'exploitation et pas forcément excitante pour tout un chacun, alors que faire des choses nouvelles, travailler sur des nouveaux services, construire de nouvelles applications, ça intéresse beaucoup les techniciens. Et donc finalement, le fait d'être vertueux sur son run, d'automatiser un maximum son run et donc de faire en sorte qu'il coûte le moins cher possible, ça laisse du temps, ça laisse de la marge pour faire d'autres choses qui peuvent être vues comme plus nobles. Et donc pour eux, c'est pas un budget perdu entre guillemets qui repart dans la poche de Veolia, c'est un budget qui reste chez eux et donc ça les motive pour diminuer. C'est une bonne idée au fait de garder la boucle comme ça. On a parlé donc des processus avec la matrice organisationnelle et le fait de pouvoir identifier des ressources, en tout cas de les lier à un département donné. On a parlé des gens. Maintenant, les outils. Quels sont les outils qui ont été mis en place pour effectivement contrôler les coûts? Il y en a un premier, c'est le tagging, on est clair. Donc, juste pour rappeler à ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que les tags, sur AWS, il y a moyen d'attacher des étiquettes, des labels à chaque ressource qu'on démarre. Une étiquette, c'est juste un nom et une valeur. Et donc, tu étais en train de dire que
à chaque fois que vous démarrez une ressource, que ça soit une instance, un volume, un load balancer ou autre, il y a des tags obligatoires Alors pour peu que je te renvoie la balle, Sébastien, pour peu que AWS ait prévu cette possibilité. J'allais y venir, c'était une de mes questions. Comment on fait avec les ressources qu'on ne peut pas taguer ou qui, de façon inhérente, on ne pourra jamais taguer? Je pense à la bande passante sortante, par exemple. Oui, alors ce qu'on fait avec cette somme-là, c'est qu'on finalement elle est taguée parce qu'elle est non taguée, et on essaye de faire en sorte de réduire au maximum, en tout cas tout ce qui est non tagué mais qui appartient à des services qui sont tagables. Il y a évidemment des actions qui sont réalisées dessus. Après, effectivement, il y a quelques services qui échappent à cette règle, et finalement, c'est réparti dans le pot commun. D'accord, donc un pot commun pour cela. Comment est-ce qu'on... Chez Amazon, on dit toujours une règle, c'est bien, mais si on ne met pas un mécanisme derrière pour obliger de respecter la règle, ça reste qu'une bonne intention, et les bonnes intentions, ça ne marche pas. Oui. Donc, comment est-ce qu'on s'assure que les développeurs taguent correctement leurs ressources? Alors, effectivement, tu parlais juste avant, on est en train de digresser de l'aspect tooling, donc tout ça rentre dans le tooling. Alors, au tooling, on a trois grandes familles. On a déjà le dashboarding, le tableau de reporting des coûts qu'on a développé nous-mêmes. En fait, on n'utilise pas l'outil interne d'AWS, le Cost Explorer. On récupère les fichiers CUR, qui sont les fichiers de billing d'AWS, qu'on envoie sur... les gros fichiers CSV, c'est ça? Oui, les gros fichiers CSV qu'on envoie chez votre concurrent GCP. Donc on a les deux buckets qui sont synchronisés. À partir de là, sur GCP, on déclenche des fonctions qui uploadent les informations de billing dans des tables BigQuery. Et ces tables BigQuery, on s'appuie dessus pour diffuser l'information au travers de l'outil de BI de Google, qui est Data Studio. D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé à utiliser Google plutôt qu'une solution AWS pour faire l'analyse du billing AWS? J'attendais un peu cette question, Sébastien. Et le gros avantage, c'est comme chez Veolia, on a adopté la G Suite, le pack bureautique de Google. On a dedans le Data Studio qui permet d'exposer, de faire du dashboarding. Et de fait, nos coûts sont visibles par l'ensemble du personnel de Veolia. Il n'y a aucune restriction dessus, donc c'est un de nos principes de base également, c'est la transparence sur les coûts, ce qu'on ne connaissait pas en fait dans l'ancien monde avant le passage au cloud et à son modèle de facturation. Et parce que aussi dans l'ancien monde, on ne savait pas dire combien coûtait une application ou qu'est-ce qui était consommé par tel ou tel service. Et également le fait d'utiliser cet outil auquel tout le monde a accès au sein de Veolia, ça évite de devoir créer des comptes IAM dans AWS pour tout un chacun qui voudrait avoir accès à ces informations. Donc juste pour visualiser les données, il suffit d'avoir son compte Google d'entreprise et tout le monde en a un, donc c'était plus facile de diffuser l'information comme cela. Et donc après, au travers des différents tags qui sont des filtres d'analyse, les financiers ou les managers vont plutôt utiliser les tags organisationnels pour aller scroller leur compte, leur coût. Alors que les techniciens vont peut-être aller sur des trucs un peu plus techniques, les usage types, etc., pour voir où est-ce qu'exactement ils ont des consommations financières. Et donc il faut un outil d'analytics, de big data pour analyser les factures AWS. Oui, parce qu'il y a quand même quelques millions de lignes. Tous les mois. Alors on a évolué par rapport au début. Au début, on avait... AWS donne la possibilité d'avoir un fichier de billing à l'heure ou à la journée. Et donc finalement, au début, on avait démarré sur l'heure et ça faisait des fichiers qui étaient encore plus volumineux. Et on s'est aperçu qu'on utilisait rarement cette fonctionnalité à l'heure. Il aurait fallu vraiment être dans des use cases très précis pour vouloir identifier ses coûts. Et donc, au besoin, on peut toujours passer par le Cost Explorer pour avoir ces informations. Donc on est finalement passé sur un agrégat à la journée, ce qui va très bien. Surtout qu'il y a un décalage, il y a une latence de 24 heures à 48 heures pour avoir les coûts. Donc finalement, ça n'avait pas grand sens, si ce n'est d'alourdir les process. Et donc tous les matins, tout le monde a un dashboard à jour avec où on en est en matière de budget, etc. Waouh.
Donc c'est la première famille, c'est le dashboarding et ce qui participe également à la culture FinOps, puisqu'on partage tout. Le monde est conscientisé et voit l'évolution en bien ou en mal. La deuxième famille, j'ai développé un ensemble de fonctions lambda qui permet automatiquement de scanner sur certains types de ressources AWS les inefficiences qui pourraient arriver. Donc ça concerne des EC2 qui sont sous-utilisés, des bases RDS qui ne reçoivent aucune connexion, des disques EBS qui sont en mode available, des métriques S3 et des ELB qui sont inutilisés. Alors tout ça, donc ça tourne automatiquement toutes les nuits ou toutes les semaines, ça dépend de ce qu'on souhaite avoir en output. Et par rapport aux résultats, dans des chatrooms Google, une nouvelle fois, mais je vous ai déjà expliqué pourquoi on faisait appel à votre concurrent, automatiquement sont postées les inefficiences qui sont traquées le soir. Il y a des bots qui donc postent là, des messages. on push, et donc chaque nouveau FinOps, je l'inscris à sa chatroom de façon à ce qu'il puisse avoir ses résultats. Bête question, est-ce que les gens regardent cette chatroom? Est-ce que le ratio bruit-bénéfice est suffisamment bas que pour oui, il n'y a pas trop de bruit. Donc ils regardent. Alors moi, je préférais qu'ils regardent plus souvent. Mais bon, il faut bien qu'il me reste un petit peu de travail. Donc ils regardent et puis au besoin, on refait une passe. Alors soit si c'est vraiment... moi, je regarde en tout cas tous les jours, et si je vois des inefficiences avec un fort coût derrière, je vais intervenir tout de suite pour aller voir la personne en question. Sinon, si c'est un petit ELB, c'est $23 par mois, je peux attendre notre réunion mensuelle pour en discuter de façon apaisée. Et tu te bases sur des métriques comme les IO pour les volumes EBS, le nombre de requêtes sur un load balancer. Alors, les volumes EBS, c'est principalement les volumes EBS qui sont en mode available. D'ailleurs, c'est marrant parce que donc ceux qui ne sont même pas attachés. Oui, quand on fait des POC avec les grands éditeurs de Cloud Cost Management, c'est la première chose qu'ils vont chercher et qu'ils mettent en avant et disent regardez, vous auriez pu économiser $100,000 sur l'année. Donc voilà, donc ça déjà, avant de faire un POC avec ses éditeurs, il faut déjà nettoyer devant sa porte les EBS available. Et ces lambda, elles se déclenchent automatiquement tous les jours, toutes les nuits. Oui, en fait, c'est des CloudWatch Events qui déclenchent les fonctions lambda. Les lambda. Il y a un outil AWS qu'on a lancé à reInvent l'année passée qui fait ça aussi. Pourquoi ne pas l'utiliser? Pourquoi avoir programmé quelque chose en lambda? Alors c'est complémentaire à mes outils. Et alors ça donne des recommandations, effectivement. C'est le service AWS Compute Optimizer qui donne des recommandations que pour les EC2. Donc on a déjà un périmètre qui est différent du périmètre que moi j'adresse, et qui donne des recommandations que sur des workloads qui tournent en 24/7, que sur des EC2 qui tournent en 24/7. Donc ce qui fait qu'il y en a pas mal qui sortent du radar de fait. Et en revanche, c'est très intéressant parce que ça donne des recommandations à la destination pour quel type de famille serait plus adéquate par rapport aux métriques CloudWatch analysées. Donc on l'utilise, je l'utilise pour faire un KPI automatique pour voir quel est le niveau de right sizing de l'ensemble des services de la société. Des virtual machines EC2 qui sont utilisées pour hoster les applications. Donc, on tag tout ce qui est possible techniquement de taguer. Oui. Sinon, on répartit, je suppose, au prorata ou en fonction de règles. On analyse les factures très en détail selon plusieurs dimensions et on expose ces résultats de façon publique. Tout le monde peut regarder vraiment dans public, au sein de Volia. Au sein de Volia, j'entends bien. Et puis on analyse et on chasse automatiquement les ressources sous-utilisées ou non utilisées avec un mix d'outils, Cost Optimizer, mais des fonctions lambda aussi qui font la chasse. Ce récapitulatif me fait penser... Tu n'as peut-être pas fini ton récapitulatif. Non, vas-y. Mais... Si. Alors justement, parce que sur la partie people, on fait tellement de choses que j'en oublie souvent. Sur la partie people, on a créé une guilde. Donc c'est-à-dire qu'au-delà des réunions mensuelles que je fais avec mes correspondants FinOps par département, je réunis à peu près tous les 3 mois ou tous les 6 mois, en tout cas en fonction de certaines actualités, l'ensemble des FinOps, et on se réunit pendant 2 heures sur un sujet particulier. On a fait
L'année dernière, il y a une personne, un architecte d'AWS qui est intervenu pour propager la culture des instances Spot. Ah oui, donc c'était super intéressant. Donc je remercie d'ailleurs Alexis qui se reconnaîtra à ce propos, qui est Monsieur Spot chez nous. En tout cas en Europe ou en France. Ouais. Oui. Et voilà, et c'est très intéressant, c'est encore un moment d'échange, et donc on essaye de faire des événements comme ça, un peu plus transverses à l'ensemble de l'organisation, et donc on adresse au travers d'une guilde qui fait partie de notre déclinaison Lean de notre organisation. J'aime bien le terme guilde, ça donne un petit côté... Oui, ça fait un peu sorcier aussi. Moyen-âgeux. Effectivement, Spot est un facteur d'économie assez fréquent. Il y a d'autres épisodes du podcast où on a parlé des avantages de Spot. Tout ça pour quel résultat après 5 ans de migration d'applications vers le cloud ? Alors le résultat, c'est qu'on a à peu près depuis 2 ans, on a une facturation chez AWS qui est stable, quand bien même le périmètre accroît. Augmente, oui. Plus simple. Dans le doute. Donc voilà, donc ça fait à peu près 2 ans qu'on a une stabilité. On a eu un pic en même temps que la montée en puissance de notre nombre d'applications qui s'exécutent dans AWS. En 2018, à partir de 2019, on a dû faire moins 10% au niveau global par rapport à 2018. Et depuis, on est flat avec plus d'applications. Avec les dernières applications là, qui sont en train de rentrer, comme je disais initialement. Donc par la suite, on va peut-être... arrêter d'être flat si on n'a pas de nouvelles applications et essayer de diminuer un petit peu. Ouais. Mais donc c'est un rôle, ton rôle de FinOps Officer est un rôle qu'on peut directement lier à des économies de coûts. On peut dire, oui. Tu peux aller voir ton boss en disant voilà ce que j'ai aidé à faire économiser cette année. Oui, tu travailles plein temps sur la partie FinOps ? Oui, je suis à plein temps dessus et depuis 6 mois. 3-4 mois. Je travaille également. J'ai rejoint le groupe de travail bas carbone de Veolia en France et où j'interviens au titre de la sobriété numérique. Et finalement, il y a l'extension. Enfin, on s'aperçoit qu'on travaille un petit peu dans la sobriété numérique, il y a différents axes pour diminuer son empreinte carbone. Mais que le fait déjà d'aller dans le cloud public, c'est la première chose à faire pour diminuer son empreinte carbone, puisque d'un point de vue PUE, concentration, les grands cloud providers sont exemplaires, et également dans la gestion des data centers. Enfin, c'est un vrai métier que des grosses entreprises avec des capacités d'investissement comme AWS, Azure, Google ont la possibilité de faire. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait ça, déjà, on est bien. Bon, en plus, il y a tout l'aspect... génération d'électricité propre que produisent ces grands cloud providers. Et finalement, une fois qu'on a fait ça déjà, on a déjà bien travaillé pour la planète. Et la deuxième étape, c'est de maîtriser ces usages. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse de façon globale par rapport à ce chantier de la sobriété numérique. Et donc finalement, le FinOps répond exactement à cela. Et c'est peut-être pas un hasard si on m'a mis là-dessus. J'aime beaucoup ce parallèle entre sobriété numérique et FinOps. Effectivement, j'y pensais pas avant, mais c'est effectivement tout à fait lié. Oui. C'est très naturel. Donc ça, c'est un des axes du futur. Continuer à développer la sobriété numérique du groupe Veolia dans son ensemble. Est-ce que tu as d'autres axes pour le futur des améliorations ? Oui, bien sûr. Au-delà de la sobriété numérique qui doit nous permettre d'être carbone neutral en 2023, on a un programme chez nous qu'on appelle Cloud Agnostic. En fait, c'est quoi ? C'est être agnostique du socle d'hébergement pour nos applications. Donc ça veut dire d'un point de vue FinOps, finalement, c'est faire du cloud brokerage et de pouvoir distribuer ces applications sur GCP par exemple, sur Azure, même sur du on-premise ou sur AWS, indifféremment. Voilà, donc c'est assez ambitieux. Donc tout ça repose évidemment, toute nouvelle application qu'on développe se fait sur des technologies containers qui nous permettent d'adresser cette ambition. Michel Poulalion, merci, FinOps Manager chez Veolia Waters. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous laisser, comme d'habitude, vos commentaires et vos feedbacks. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.